Patrick, tu me dis quand je peux commencer. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez commencer. Tout le monde est déjà connecté. Tout le monde est prêt à vous suivre. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord que vous me confirmiez. J'ai écrit sur mon tableau blanc, mon papier, Bonvenon, qui veut dire bienvenue. Or, moi, sur mon écran, je le vois à rebours et je dois lire de droite à gauche. Maintenant, je vais écrire là. Est-ce que vous pouvez lire, vous, de gauche à droite, comme on écrit d'habitude? Est-ce que ça fonctionne? Si j'écris au tableau ici, j'aimerais confirmation. Patrick, est-ce que tu peux me répondre ou également Oui, Madame oui. Godelièvre ou Monsieur Salé, sans problème. Vous pouvez parler et poser des questions. C'est bon. Patrick, Si vous c'est bon? utilisez un marqueur noir, ça va être très, très clair et lisible. Alors, j'ai écrit avec des grandes lettres et je vais écrire avec des grandes lettres pour que vous Oui, oui. puissiez lire. Mais je vais écrire et je vais dire aussi. Donc, ma présentation aujourd'hui, mon objectif est que vous découvriez la langue et son fonctionnement. Vous n'allez pas apprendre l'espéranto ce matin, mais entrer dans son fonctionnement parce que vous comprendrez que on peut apprendre cette langue facilement et rapidement, étant donné sa structure logique. Euh, la première chose est que vous entendiez cette langue. Je vais vous dire un petit poème chinois, mais vous avez déjà entendu nos conversations, étant donné que j'ai l'habitude de parler en espéranto avec Monsieur Manirakiza, avec Monsieur Sabiumba et avec beaucoup d'autres personnes au Burundi et dans d'autres pays du monde. Mais ici, on a entre nous souvent ces petites phrases d'organisation qu'on dit en espéranto. Un poème chinois. Se vi estus roso, mi volus esti rosso. Se vi estus angelo, mi volus esti la cielo. Se vi estus herbeto, mi volus esti la suno. Se vi estus corallo, mi volus esti la maro. Voilà, ça c'est une petite chose pour que vous ayez la mélodie de la langue. Voilà, Monsieur Bernard, bienvenue. Alors, vous avez peut-être remarqué en entendant la langue qu'on a 5 sons vocaliques A, I, OU et O. Ça, c'est déjà une grande aide. On n'a pas de diphtongue, on n'a pas de E ou de nasal. Euh, Ça donne quelque chose de très clair. Ça veut dire que très rapidement, vous allez apprendre cet après-midi avec Monsieur Manirakiza l'alphabet. Quand vous saurez l'alphabet, on pourrait faire une dictée, vous n'auriez aucun problème. Étant donné qu'il y a toujours une correspondance entre la graphie et la phonie, entre la lettre qu'on écrit et le son qu'on entend. C'est une parfaite correspondance phonographique qui est unique au monde et qui est très, très pratique. Donc, les dictées sont en espéranto sans intérêt parce qu'on écrit ce qu'on entend. Voilà. Alors, vous avez eu, pendant la salutation vendredi, j'ai présenté deux, trois petites choses sur la langue et on va entrer un petit peu là-dedans. Vous vous souvenez peut-être que tous les substantifs se terminent en O et tous les adjectifs se terminent en A. Alors, je commence par les pronoms. Voilà. Mi, ça c'est je. Vi, c'est tu. Li, c'est il. Fi,
c'est elle. Ici, on a un S circonflexe qui se lit. Ensuite, nous avons un J pour les objets, tout ce qui n'est pas des personnes. Ni, c'est nous. Vi, c'est vous. Et ili, c'est eux, il ou elle. Alors, je répète, puis c'est pas nécessaire que vous notiez parce que vous allez tout trouver dans les documents. Mi, vi, li, chi, ji, ni, vi, ili. Vous observez qu'on a le même système qu'en anglais, que le vi et le vi, le tu et le vous, c'est le même mot. Donc, on n'a jamais la question, est-ce qu'on va se tutoyer ou se vouvoyer? On dit vi et ça fonctionne sans problème. C'est un sujet qui est très pratique, mais certainement que vous le connaissez en anglais, c'est la même chose. En français, on a deux mots pour 4 situations parce qu'on a le tu et le vous avec le pluriel. Le pluriel de tu devient vous. En français, c'est déjà plus compliqué. Voilà. Maintenant, je vous montre quelque chose de très simple. Mon livre, mon téléphone. On prend le mi et on ajoute a. Vous vous souvenez a pour l'adjectif. Donc, le mien, la mienne, le tien, le vôtre, le leur. Vous voyez comme ça se construit. Via, lia, chia, gia, nia. Il suffit d'ajouter le a. Il y a. Vous voyez, on ajoute la terminaison de l'adjectif et on obtient le pronom personnel. Mon tableau, mon stylo, mon livre, mon cahier. Mia. Ça, c'est déjà une chose qui vous montre la simplicité. Maintenant, peut-être que vous avez un secrétaire. Moi, j'ai pas de secrétaire. Le secrétaire, c'est la personne qui écrit vos lettres et prépare votre travail. C'est secrétariat. Alors, vous avez l'article qui est toujours là. On n'a que l'aller, c'est toujours là. Et un, une, des, c'est juste rien, vide. Parce que rien, c'est aussi quelque chose. Maintenant, on va prendre l'IA, secrétariat. Et ici, on voit que c'est le secrétaire d'un monsieur. Donc, on a un renseignement qui est le chef. Le chef est un monsieur. Parce que si le chef est une dame, on dira son secrétaire, Chia. Et on aura un renseignement sur le chef du patron. Ça, c'est le secrétaire d'un chef et ça, c'est le secrétaire d'une chef. Maintenant, on peut avoir une secrétaire. Alors, pour avoir une secrétaire, on va enlever le O, on va introduire un suffixe qui veut dire féminin, femme, et on referme avec le O. C'est comme des briques. On prend secrétariat, on enlève le O, on introduit le suffixe et on referme. Donc, une femme qui a la fonction de secrétaire, c'est secrétariino. Donc, on peut dire si un monsieur
a une secrétaire, on dira l'IA secrétaire. Maintenant, pour vous, je mets des traits d'union, mais normalement, il n'y en a pas. In, O. Et puis, on peut avoir une femme ministre qui a une secrétaire, ce sera Shia, à elle, propriétaire elle, et secrétaire féminin, secrétari, ino. Et j'ai pris cet exemple pour vous montrer combien la langue est précise. La langue est très précise pour des textes techniques, par exemple. On peut très facilement arriver à exprimer exactement ce qu'on veut. En français, vous avez son secrétaire, sa secrétaire, on connaît le sexe de la personne secrétaire, de l'employé, mais on ne sait pas si c'est un patron ou une patronne. Si vous passez à l'anglais, vous avez his secretary, her secretary. On a une information sur le patron. Et puis, en allemand, vous avez aussi ces 4 possibilités. Si vous avez le patron et l'employé, fois 2, vous avez 4 possibilités. Le français en donne 2, l'anglais en donne 2 autres, et ici, vous avez les 4 possibilités. Donc, ça vous montre comment la langue est claire et comment on peut facilement créer le mot dont on a besoin. Je vous donne un autre exemple. Le soleil, la suno, le soleil. L'article, toujours là, est substantif qui se termine en O. Ensuite, je vous donne la energio. Quelle énergie? Vous avez l'article et vous avez le substantif qui se termine en O. On voit que ce mot vient du français, que suno, zone en allemand, san en anglais, c'est plutôt un mot de l'anglais ici. Mais ça joue pas de rôle. On voit la structure. Maintenant, comment est-ce que l'espéranto s'adapte à des découvertes scientifiques actuelles? On va dire l'énergie solaire. L'énergie solaire, ce sera ici. Voici la racine. Il nous faut solaire, qui est l'adjectif sur soleil. Vous voyez que c'est pas tout à fait le même mot en français. Il y a quand même des modifications entre le mot soleil et le mot solaire. On va mettre un adjectif. Donc, on enlève ce O et on fait un A. On met un A et on a energio, et on obtient l'énergie solaire, la tuna energio, sans problème. Sans problème, une racine, vous avez ici une racine, vous avez ici une racine qui reste, et puis on peut jouer avec ces terminaisons pour changer de nom à adjectif. On peut aussi, vous vous souvenez peut-être des terminaisons des verbes. Au présent, c'est toujours as. Donc, il fait soleil, le soleil brille, on prend sourd et on met as. Et on met une majuscule, on met un point et on a une phrase. Il fait soleil. Aujourd'hui, le temps est ensoleillé. Sunas. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, c'est lundo. On peut dire, nous sommes lundi, lunda. Et vous voyez, je le souhaite, comment on peut jouer avec les racines et avec ici les terminaisons
ou les terminaisons ici ou suffixes. Voilà. Que jusqu'ici, quelqu'un parmi vous a des questions. Vous pouvez enclencher votre micro, vous pouvez vous adresser à moi, faire un commentaire. Maintenant, vous avez la parole un petit moment. J'ai évidemment pas fini, mais ça, c'est un détail. Merci beaucoup, Madame Irène. Je vois que tout est clair. Et j'aimerais demander physiquement aux participants s'il y a des questions, ils peuvent ouvrir leur micro et poser-les. S'il y en a pas, je vais continuer. Mais vous pouvez sans autre, vous avez une fonction pour lever la main que vous pouvez utiliser, bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous introduire un nouveau suffixe. On a vu déjà le suffixe in pour indiquer le féminin. Ça, c'est un premier. Et on va en voir un second et un troisième. Alors, on va prendre les animaux et vous allez voir. Je prends l'animal le plus proche de l'homme, c'est le chien. Le chien, c'est hundo. Hundo. Là, vous observez le haut du substantif et vous avez le son H. Hundo, qui n'existe pas en français, qui existe en allemand, en différentes langues. Je ne sais pas, je connais malheureusement pas la vôtre. On entend le non. Chez les chiens, on a mâle, femelle, bébé et le lieu pour le chien. Et c'est ça qu'on va noter. Pour le mâle, on met vire devant. Et j'écris avec des tirets pour vous montrer. Ça, c'est le mot racine. Le mot racine est là. Le mot racine est là. Voilà. Maintenant, on a pour la femelle. Pour la femelle, je suis sûre que vous pouvez déjà deviner. On va ici ouvrir, on va mettre le in et on va remettre fermer avec le o. Kundino, c'est la chienne. Ensuite, pour le bébé, le petit, on a id et on remet le o. Ça, c'est pour le petit, le bébé, l'enfant. Et on a hund et yo pour le lieu, qui sera la niche du chien. Eille, c'est le lieu. Et vous entendez le J qu'on prononce Y, toujours. Donc, nous avons ici Hundo, l'espèce chien. Vir Hundo, le chien mâle. Hund Ino, le chien femelle. Hund Ido, le bébé chien, le chiot. Et Hund Eyo, la niche du chien. Voilà. Maintenant, on continue avec Chevalo. Chevalo, j'ai pas besoin de vous expliquer que ça veut dire le cheval. Donc, nous avons vir chevalo. Vous pouvez vous-même deviner, certainement. Chevalino, qui va être la jument. Nous avons cheval ido, qui va être le bébé qui s'appelle le poulain. Et nous avons chevalello, qui va être l'écurie. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous montre ça? On va continuer, on va en faire encore un ou deux. Je répète, chevalo pour l'espèce. Vir chevalo
avec le vir qu'on a du français viril qui veut dire le mâle, vir chevalo, les talons, chevalino, la jument, chevalido, le poulain, chevaleio, l'écurie. Je suppose que vous avez appris le français peu à peu dans votre enfance et à l'école, où vous avez dû apprendre tous ces mots. Moi, j'ai dû étudier l'allemand, j'ai dû étudier Pferd, Hengst, Stute, Fohlen, Stall. On avait à apprendre toujours 5 mots. Mais en espéranto, une personne va apprendre un mot, le mot racine, chevalo. Et puis ensuite, il peut trouver les 4 autres par déduction. Donc, on ne doit pas charger la mémoire en apprenant les talons, la jument, le poulain, l'écurie. On apprend le cheval, chevalo, et on peut soi-même, par déduction, en utilisant les suffixes, trouver les autres mots. J'ai beaucoup enseigné l'espéranto au Japon. Et les Japonais me disent, on doit apprendre tous les mots. C'est clair, le cheval en japonais, c'est uma. Je n'ai pas creusé en japonais comment on dit la jument et le poulain. Mais ils doivent apprendre uma égale cheval. Nous, francophones, on n'a pas besoin parce que chevalo, ça vient de cheval et puis on le comprend sans problème, immédiatement. Mais on économise. C'est pour ça qu'on apprend l'espéranto rapidement. On économise. On peut avoir des mots très précis, mais on les construit sur une racine de base et ensuite on travaille avec les suffixes ou les préfixes. Ici, vous avez un préfixe. Ici, vous avez des suffixes, ils sont à droite. Et ça nous permet de créer des mots très précis, mais en apprenant un seul mot racine et ensuite on déduit. Pour cette raison, dans le premier livre, Zamenhof a écrit une liste de 900 mots. C'est 900 racines. Mais quelqu'un a calculé qu'on pouvait construire 30 000 mots avec ces 900 racines. Donc, la création des mots, elle est infinie. Et on peut aussi en utiliser plusieurs et faire des longs mots. Vous avez certainement appris qu'en français, le plus long mot de la langue française, c'est anticonstitutionnellement. Pardon. Il n'y a pas en espéranto le plus long mot, parce que si vous voulez ajouter différents suffixes, vous pouvez. Et je vous donne un exemple. J'étais dans un cours d'espéranto, j'ai appris en même temps que ma fille, elle avait 9 ans, et on allait au cours ensemble. On était les deux élèves, c'est pas moi qui lui ai enseigné. On a commencé au même moment, toute la famille, et ma fille de 9 ans venait au cours avec moi. Puis au cours, il y avait un Russe qui séjournait en Suisse et qui voulait appeler ma fille, qui s'appelle Marion, mais il avait oublié son nom et il a dit Mireille Zino. Tout le monde a compris. Je vous l'écris ici en haut. Moi, mon nom, c'est Mireille. Mireille, vous avez Mireille ici avec un J. Petit, in, féminin. Donc, ça veut dire enfant féminin de Mireille. Tout le monde a compris, y compris ma fille, Mireille et Dino. Et c'est comme ça qu'on peut jouer avec les suffixes. Et on pourrait encore continuer. Et il y a des gens qui s'amusent à créer des très longs mots. Ça devient un peu difficile à voir où sont les limites entre les suffixes. Mais on n'a pas le plus long mot en espéranto. Ça n'existe pas. J'aimerais faire encore avec vous ici Bovro, parce que ça, c'est un animal que tout le monde connaît, qui est la vache. L'espèce, c'est la vache. Donc, je suis sûre que vous allez me dire, Vir Bovo,
Et vous avez certainement trouvé dans votre tête le mâle de la vache s'appelle le taureau. Ça, c'est le taureau. Ensuite, la vache en elle-même, féminin, va s'appeler bovino. Dites-moi, le veau, bovido. Le veau sera bovido. Et puis, l'étable sera boveio. Vous voyez? Boveio, le lieu où se trouvent les vaches. Vir bovo, le taureau. Bovino, la vache. Bovido, le veau. Et boveio, l'étable. J'ai donné cette partie au Bénin dans une classe d'élèves de 9 ans environ. J'avais 50 petits garçons et filles dans une école qui voulait introduire l'espéranto. Au fond de la classe, j'avais les professeurs et le directeur et j'ai fait seulement 5 minutes avec ça. Et ensuite, j'ai demandé Colombo la colombe et j'ai tendu la craie et un élève est venu et il a écrit Vir Colombo, la colombe mâle, Colombino, la colombe femelle, Colombido, le bébé, le petit, le juvénile, et colombe eyo pour le colombier, l'endroit où se tiennent les colombes. Ce petit garçon au Bénin, un petit peu dans un village au nord de Cotonou, il a trouvé en espéranto des mots précis, colombo, euh, qui n'existent pas en français, dans une langue, le français qui n'est même pas sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'est le fond. Donc, là, on peut se rendre compte cette qualité de l'espéranto. Vous apprenez, on vous donne un mot de base et vous pouvez créer les autres en déduisant. Quand vous avez compris par déduction, vous pouvez créer le mot. Ce ne sont pas des mots à mettre en plus dans la mémoire comme on a en français. En plus de ça, et on passe à l'étape suivante, vous pouvez voir que, par exemple, ici, pour les animaux, on peut en français, on peut en espéranto d'abord faire une liste complète. J'aurais pu faire des belles colonnes et puis on peut continuer avec l'aigle ou avec le singe. Si je parle du singe, je remarque que mes élèves ici en Suisse, je leur demandais le nom de la femelle du singe, la guenon. C'est un mot que mes élèves ne connaissent plus maintenant. On voit qu'il y a un appauvrissement dans l'utilisation du français, qui est leur langue maternelle. Donc, il y a des mots qui sont très spécifiques. Vous connaissez peut-être le mâle du cochon qu'on appelle le verra, le sanglier a une laie et des bébés qui s'appellent des marcassins. Il y a des fois, le mot est rare et on peut le connaître ou on ne le connaît pas, mais il y a aussi, par exemple, avec la colombe, il n'y a pas de mot pour dire la colombe mâle ou la colombe femelle ou la colombe juvénile. En français, on doit faire une périphrase parce qu'il n'y a pas le mot exact. Donc, si on fait la liste en français, elle a des trous. La liste en français, elle a des trous parce qu'on a, pour les animaux comme le chien, le chat, le bœuf, le cheval, on a 4 mots. Mais on n'a pas 4 mots, 5 mots pour l'araignée ou pour la vipère. Si on prend un mot très précis, on n'aura pas la possibilité en français, on n'a pas de mot en français pour dire une vipère mâle, une vipère femelle ou une vipère bébé. Donc, pour cette raison,
une tabelle pleine de trous, je compare ça à de la dentelle. Et la dentelle, c'est très beau, mais c'est pas pratique. Et la langue française, je doute pas qu'elle est très belle, mais elle n'est pas pratique parce que il y a des mots qui manquent. Ici, je vous ai présenté les noms des animaux, mais on a des mots qui manquent, ou bien on a des mots qui sont, l'adjectif, par exemple, peut être très loin du nom. Si, je vous donne quelques exemples. Le frère, l'adjectif sur le frère, ce sera, vous le trouvez facilement, c'est fraternel. Un amour fraternel, une relation fraternelle. La sœur, il existe l'adjectif sororal, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas sororal. Si vous prenez le cousin ou la cousine, il n'y a pas d'adjectif sur ça. Si je vous donne le nom, le groupe, il y a un adjectif sur le groupe. Vous réfléchissez, peut-être que vous l'avez, c'est grégaire. L'instinct grégaire, l'instinct de groupe. Il y a certains animaux qui restent toujours en groupe. C'est l'instinct grégaire. On a sur le dos l'adjectif dorsal. Sur le ventre, on a l'adjectif ventral ou abdominal. Sur la jambe, peut-être que vous connaissez, les médecins connaissent, c'est l'adjectif crural. On a le nerf crural, le nerf de la jambe. Sur le pied, on a un adjectif que vous connaissez peut-être, c'est podal. Et si j'ai un grand public devant moi et que je fais une conférence, j'ai 20 mots et je demande à un candidat qui doit être francophone et ne rien connaître de l'espéranto, et je lui donne ces 20 en espéranto. Les 20 en espéranto, vous avez le groupe, grupo, adjectif grupa, le ventre, ventro, adjectif ventra, la jambe, cruro, adjectif crura, le pied, piedo, adjectif pieda. Tout le monde fait la liste des 20 juste en espéranto en 30 à 35 secondes. Puis ensuite, je prends les mêmes mots en français avec sororal, euh, grégaire et tous ceux qu'on a eu avant. Et la plupart des gens hésitent, disent faux, ne savent pas, ou il n'y a pas, puis on arrive à 2-3 minutes au chronomètre et tout le monde est meilleur en espéranto parce que c'est absolument logique. Et on déduit. On n'a pas besoin de mémoriser la jument, le poulain, les talons. Ça, c'est ce qu'on doit faire dans les langues ethniques. On doit mémoriser les formes spéciales qui se sont développées au fur et à mesure des siècles. Ici, on a une langue qui a un système qui est transparente, comme certaines montres. Il existe des montres qui sont transparentes. Vous voyez le mouvement dedans qui bouge. Et ça permet de construire beaucoup de choses. Je reprends Eyo. Est-ce qu'on voit? Non, on ne voit plus. Je vais prendre une autre feuille. Parce que Eyo est très important. Très important, le verbe lerni. Ça, c'est le verbe lerni qui veut dire apprendre. Lerni, on a learn en anglais, on a lernen en allemand et on a en espéranto lerni. Donc, on a lern et yo. Logiquement, le lieu où l'on apprend, c'est l'école. L'erneo, c'est l'école. On peut prendre étudier, si on veut. Étudier, c'est studi. Donc, on peut dire stud elio. Le lieu où on étudie, qui peut être une université ou une salle dans une bibliothèque où on peut étudier. Si on prend l'avion, on a des salles d'attente. Alors, le verbe attendre, c'est attendi. On voit le verbe français ici.
Et la salle d'attente sera Attendeio. Donc, on voit que Elio, on peut en faire beaucoup, beaucoup. Le verbe vendre, c'est vendi. Le verbe vendre. Donc, un magasin, ce sera évidemment vendeio. Vous voyez. Donc, il suffit d'avoir la liste des suffixes et un dictionnaire et vous pouvez démarrer tout seul sans problème. On a 16 règles de base. Et ces 16 règles de base ont été décidées intangibles, comme par exemple le O pour le substantif. Ça, c'est toujours comme ça. Un mot en O est un substantif, ça ne se discute pas. Et si vous avez besoin de substantifier un pronom, on ne peut pas dire en français. Vous voyez, j'ai inventé ce mot juste maintenant parce que j'en avais besoin. C'est ce qu'on fait toujours en espéranto. En français, on peut pas, on n'a pas la permission. Si vous voulez parler de l'ego ou du moi, vous pouvez dire mio. Mi, c'est je. Vous pouvez prendre mi et mettre un O à la fin, si c'est ça votre pensée. Vous pouvez créer le mot dont vous avez besoin. Si vous voulez dire mon moi va pas bien pour telle raison, mio. Le moi peut être mio. Euh, on a sans fin des possibilités de créer. Vendeio, attendeio, etc. Est-ce qu'ici il y a des questions ou des commentaires? Quelqu'un peut-il prendre la parole? Mais ils disent qu'ils vont poser à la fin des leçons. Donc, ils pouvaient continuer. Donc, ils sont en train de combiner toutes les questions en rapport avec ce qu'ils vont demander. Ça va très bien. C'est très bien. Alors, c'est un nom, un adjectif ou un verbe? Vous pouvez savoir. Il y a un A au bout, c'est un adjectif. C'est le same de l'anglais qui veut dire le même. Urbo, vous pouvez deviner que c'est un substantif parce qu'il y a O au bout. Urbo, vous connaissez les transports urbains, les problèmes urbains. Urbo, c'est la ville. Lando, c'est un substantif puisqu'il se termine en O. Lando, vous connaissez land en anglais, Swaziland, c'est le pays, Lando. Et on a besoin d'un suffixe an qui veut dire une personne en tant que membre d'un groupe, en tant un membre d'une société. On dit familiano pour les membres de la famille, par exemple. Associano. Alors, regardez maintenant. Et vous allez me dire en français. San urbano. San urbano. San, urb, an, o. Même, ville, membre. Comment est-ce qu'on appelle en français une personne qui habite dans la même ville? Est-ce que vous le trouvez?
c'est un concitoyen. Le maire qui fait son discours, cher concitoyen, vous avez l'idée de même, ville, membre, et vous pouvez dire concitoyen de cette manière. Ça, c'est courant en espéranto. Concitoyen, beaucoup de gens connaissent le mot. Je vous en donne un autre. Sam, land, ano. Je suppose que vous trouvez, c'est un compatriote. C'est un compatriote. Sam Landano. Sam Landano. On met ensemble des briques et avec des briques, on construit un mot. Sam religiano. Je suppose que le mot religio, vous pouvez le deviner, c'est la religion. Donc, une personne de même religion s'appelle en français un coreligionnaire. Un coreligionnaire. Vous voyez que concitoyen, compatriote, ça c'est du latin et ça donne l'idée de même ou de avec. On a souvent collaboré, etc. Voilà. Maintenant, pour cela, on a des mots en français. Le français étant notre langue commune entre vous, Burundais, et moi, Suisse, francophone, c'est merveilleux. Si je dis Sam, classe, ah non. Vous pouvez comprendre, on comprend que c'est une personne d'une même classe. Donc, on va appeler ça un camarade de classe ou un copain de classe. On n'a pas un mot. En français, on fait une périphrase pour expliquer ça. On a Tam. Chez nous, on a des blocs locatifs où on habite sur plusieurs étages. Vous pouvez imaginer ça. Tam, étage. Ah non. Une personne qui habite sur le même étage, qu'on appelle un voisin de palier, parce que les paliers sont les étages. Il peut y avoir 2, 3, 4 logements sur un étage, 24 familles dans le même bloc. C'est courant chez nous, Sam etagiano. On a un mot qui a apparu tout au début de l'espéranto, qui est Sam ideano. Quand une personne écrivait, à l'époque c'était des lettres papier, un autre espérantiste dans le monde entier, il commençait par Sam ideano. C'est un partisan de la même idée. Du moment que les deux étaient espérantistes, ils avaient cette même idée en commun. Sam ideano, c'est une personne de la même idée. On n'a pas de mot en français pour ça. On a en allemand Gleichgesinnte, qui est exactement cette idée-là. L'allemand a un mot, le français n'a pas de mot. Je ne sais pas en anglais s'il existe un mot qui donne ce sens que on pourrait aussi, pour un parti politique, l'idée me vient maintenant, vous avez partio pour les partis politiques, Sam, parti, ah non. Et un membre d'un parti pourrait s'adresser à un autre membre du même parti en disant Cara Sam partiano.
sans problème. Voilà. La grande question, si je parle avec des linguistes, c'est est-ce que cette langue, qui est une langue planifiée, inventée par un adolescent génial, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle suit, est-ce qu'elle est comme une langue ethnique? Elle existe, elle se développe depuis 1887, ça fait plus de 130 ans. Ça fait plus de 130 ans que la langue existe et qu'elle s'est développée. Euh, pour revenir à l'historique brièvement, euh, il y a eu beaucoup de projets de langue universelle. Descartes en a fait un. Descartes a décrit qu'une langue universelle devait être simple et transparente et facile à apprendre. Leibniz a fait un projet et finalement, à la fin du 19e siècle, il y a eu Schleyer qui a inventé le Volapük. Le Volapük était une langue qui est sortie 10 ans avant l'espéranto, mais qui avait un tout autre système parce que le taxon avait un sens. Et Volapük veut dire langue internationale. Mais quand vous entendez Volapük, ça vous dit rien du tout. Si je vous dis internatia lingvo, vous comprenez internatia l'adjectif, lingvo la langue, o, et puis on est dans quelque chose de connu. Tandis que Volapük, c'est vraiment, c'est drôle parce que si vous ouvrez maintenant un dictionnaire, un lexique sur le français, Volapük c'est synonyme de charabia. Et espéranto est synonyme de langage compris par tout le monde. Donc, on voit que le Volapük est en chute libre et l'espéranto se développe. Et on a actuellement, dans tous les usages du mot espéranto, on a un tiers qui ne concerne pas la langue dont nous parlons maintenant. Vous avez, par exemple, un nouveau programme d'ordinateur. Ah, maintenant, les ordinateurs auront leur espéranto. Ils se comprennent entre eux. Il y a des articles sur les oiseaux et tout à coup, on nous dit que les oiseaux se comprennent entre eux. Les oiseaux ont leur espéranto. Un tiers des usages du mot concerne des autres domaines où il y a un langage compris par tout le monde. Et à ce moment-là, il vient l'espéranto. On le mentionne. Alors, j'ai différents contacts avec différents linguistes et j'ai vu leur réaction quand je leur parle du Petit Prince. Je suppose que vous connaissez l'œuvre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, qui a été traduit en espéranto. Alors, nous avons le qui va être là. Si vous ouvrez un dictionnaire, petit sera Magranda. Ici, vous avez un mot racine, granda. Granda, ça veut dire grand. Et vous avez un nouveau préfixe que vous apprenez maintenant, qui est mal, qui veut dire le contraire. Vous le connaissez, parce qu'en français, on a malhonnête, malpoli, euh, malheureux. Donc, Zamenhof a pris ce préfixe français pour dire le contraire. Et puis, on a princeau pour le prince. Princeau. À propos de mal, en français, pour dire le contraire, on a mal heureux. On a IN pour infaisable. On a A pour anormal. On a il pour illisible. On a anti pour anticonstitutionnellement. J'ai regardé dans Grévis, il y en a 10. Il y a 10 suffixes en français pour dire le contraire. Ce qui signifie que quelqu'un qui apprend le français, il doit savoir, avec normal, je prends A pour faire anormal. Avec heureux, je prends mal pour faire malheureux. Avec constitutionnel, je prends anticonstitutionnel. Pour chaque adjectif, l'apprenant du français
doit apprendre quel préfixe va venir. Vous ne pouvez pas dire A constitutionnel. Vous ne pouvez pas dire mal normal. Vous devez dire anormal. Ça vous montre l'effort qu'on doit faire quand une personne apprend le français. Il faut savoir avec tel adjectif quel préfixe doit venir pour dire le contraire. Mal, c'est le seul en espéranto. Alors, le petit frère, on pourrait dire la malgranda princo. Ce serait la première possibilité comme titre. La malgranda princo. Mais c'est un peu lourd et long. Alors, le traducteur a cherché une autre solution. On a en espéranto un suffixe qui vient du français, et, qui veut dire petit. Vous connaissez la maisonnette ou la fourchette, c'est un suffixe, un des suffixes qui veut dire petit. Il y en a d'autres. Mais ça, on ne va pas entrer dans une leçon de grammaire française. Et, vous connaissez pour dire petit. Donc, une possibilité serait on ouvre ici la prise, on met et on referme avec le O. Et on pourrait dire la princeto. Ce serait tout à fait juste. Mais le titre en français se compose de 3 mots. Ce serait bien d'avoir 3 mots aussi. Le petit prince, avec adjectif à gauche du nom, avant le nom. Donc, le traducteur a fait la eta princo. La eta princo. Vous voyez, et c'est un moment très, très important. Ce suffixe est, qui était prévu pour être après le nom, pour faire maisonnette, etc., il s'est émancipé. On l'a pris et on l'a laissé sortir tout seul comme un enfant qui devient grand, mais on lui a mis le A de l'adjectif. Donc, il est maintenant indépendant et il se promène en forme. Il s'est habillé en adjectif. La eta princo. C'est le titre du livre de Saint-Exupéry en espéranto. La eta princo. J'ai le livre, mais je viens de le prêter, donc je ne peux pas vous le montrer malheureusement. Voilà. Donc, ce phénomène, que ce suffixe s'émancipe en devenant un adjectif, un mot indépendant qui a son uniforme et qui sort avec son uniforme, ça, Zamenhof n'avait pas prévu. Et un linguiste qui voit ça, il dit, c'est bon, c'est une langue normale. C'est une langue normale. Parce que la langue avait des principes à la base, mais dès que la langue est sortie, elle a commencé à subir les lois de la linguistique qui touchent toutes les langues qui sont utilisées, et ça prouve que la langue vit comme une langue ethnique avec ses évolutions. Mais on reste toujours dans le cadre de ces règles de base qui sont intouchables. Donc, on se comprend. Ce phénomène-là, un japonais, un chinois le comprend sans problème. Même que, je cite ces deux pays parce que ils ont des idéogrammes et pas des alphabets, et ils ont
une approche des mots et du langage qui est totalement différente parce qu'ils doivent apprendre en 9 ans d'école 2000 idéogrammes, à peu près 300 par année scolaire. Et ça forme l'esprit tout à fait autrement. Voilà. Ça, je l'ai présenté à plusieurs linguistes. Je suis en contact, par exemple, avec M. Charles Ligon, qui est à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Je l'ai rencontré, on s'est vu, et on est en contact régulier. Il publie en français, il publie aussi en Gungbe, qui est sa langue, et une présentation, juste ça, suffit pour montrer que l'espéranto est une langue comme les autres. Le fait qu'à la base, elle soit planifiée ne joue aucun rôle dans son utilisation actuelle. Voilà. Alors, j'aurai un dernier chapitre et ensuite on ouvre la discussion. On a encore 1 heure devant nous. Vous avez vu que on a en espéranto le mot chevalo, urbo, lando. Les mots font penser souvent à des langues européennes. Mais il y a un fonctionnement interne. Vous avez vu la formation des mots. Les Chinois se trouvent totalement à la maison quand on voit ce Sam Urbano, cette formation des mots. euh, Ça se trouve, paraît-il, dans la langue chinoise. Donc, quand on a un cours dans un congrès, on a souvent 20 personnes et 15 nationalités. Et on peut écrire une formule de différentes manières. Et puis, le Pakistanais va dire, ben, la troisième manière, c'est un peu comme dans ma langue. Le Japonais dira, ben, chez nous, ce sera plutôt la septième. Chacun s'y retrouve. Nous, on se retrouve principalement avec le français au départ, au niveau des mots. Mais les mots, c'est pas la langue. La langue, elle a une structure et un fonctionnement. Les mots, c'est un peu comme les habits. Votre habit, c'est pas vous-même. La personne, c'est beaucoup plus important. Le fonctionnement, le noyau de la langue est beaucoup plus important que les mots qui sont à l'extérieur. C'est ce qu'on voit. Donc, il y a des gens qui voient l'espéranto, ils disent, ah, mais c'est une langue européenne. Ben, il faut un petit peu entrer dans la langue et voir des concrets, puis vous voyez qu'elle est vraiment utilisée au niveau mondial, sans problème. Et j'aimerais vous montrer une invention, qui est une invention de Zamenhof, qui n'est pas copiée d'une autre langue, qui est tout à fait géniale. Vous avez io pour dire quelque chose. Vous avez io pour poser une question. Io, ça veut dire quoi? Vous avez io pour dire tout. Io, ça veut dire tout. Et puis vous avez neni qui veut dire rien. Nenio. Quelque chose. On est dans le haut du substantif, on est d'accord. Io, quelque chose. Io, quoi? Io, tout. Nenio, rien. Si ça va, on passe à âme. Âme, c'est le temps. Iam, ça va être à un certain moment. Si on pose la question sur le temps, ça se traduit par quand allons-nous nous revoir? On parle du temps, on parle de tout. Pardon, madame. Une petite question. Pouvez-vous répéter encore une fois à partir de cette leçon? Je vais répéter. D'accord. Oui. Oui, je vais répéter. Voilà.
O pour le substantif. Io, c'est quelque chose. Kio, avec qui on demande. Kio, ça veut dire quoi? Chi, c'est l'idée d'une totalité. Mhm. Kio, c'est tout. Je comprends tout. Je vais tout faire. Nenio, c'est rien. Nenio, c'est rien. Vous connaissez neni en français peut-être. Mhm. Pour que vous compreniez le système, je fais la deuxième ligne de la table. Am, c'est l'idée du temps. Am. I, c'est le minimum. Un certain moment. On ne sait pas quand. Un certain moment. Iam. Iam mi rencontis Patrick. Ah, une fois, j'ai rencontré Patrick. Je me souviens plus quand. Iam. On demande. Vous voyez, c'est comme deux pièces. Quand je voyage, j'ai un adaptateur avec deux pièces, où je peux mettre la pièce suisse puis l'autre pièce pour avoir la bonne prise pour le courant électrique. Deux pièces. C'est toujours deux pièces. Il y a une pièce ici pour demander, puis il y a la terminaison am pour le temps. Quand on demande pour le temps, on prononce quand, qui a. Ici, on a l'idée de tout avec le temps. Ça veut dire toujours. Chiam veut dire toujours. Et vous pouvez deviner, neniam, ça veut dire jamais. Neniam. Et ça, c'est une invention où vous avez 100% de logique et qui est, à mon avis, tout à fait géniale étant donné mon expérience d'enseignement du français et de l'allemand. On va faire. Hop là. Voilà. On va faire encore une ligne, mais je crois qu'il y a, en tout, il y a 9 lignes et il y a encore une. Mais je ne vais pas faire toute la tabelle. C'est pas nécessaire. Mais avec 3 lignes et 4 colonnes, vous aurez compris. Et la tabelle, vous la trouvez dans tous les manuels et vous allez la comprendre facilement. Je vais prendre encore le et pour le lieu. Le et pour le lieu. Donc, dans un certain lieu quelque part, on va dire ça avec le minimum, le support minimum et le lieu, quelque part. Ensuite, si on pose une question sur le lieu, on va dire en espéranto qui est, et on va dire en français où. Où es-tu? Où vas-tu? Qui est? Ici, on va pouvoir lire qui est. J'ai perdu mes clés, j'ai cherché qui est partout. Et vous pouvez deviner, n'est en aucun lieu, en français, nulle part. Voilà. Cette tabelle est plus longue, mais vous avez toujours le même système. Vous avez d'autres terminaisons et vous avez i, qui, chi, neni. On a le ti pour montrer, tio. Oh là là. Espérons que ça tienne. C'est un vieux bloc qu'on m'a prêté. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai terminé les choses principales que je voulais vous montrer et j'aimerais vous entendre et répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Mireille, pour cette introduction très, très, très riche. Je crois que vous avez bien parlé sur les racines, c'est sur les racines de l'espéranto, puisque vous venez juste de toucher les mots qu'on utilise pour poser des questions. Et ça, ce sont des mots qui créent une conversation. Tu ne peux pas demander à quelqu'un comment t'appelles-tu, où habites-tu, qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est ça qui fait la création des mots. Alors, je crois que comme c'était une introduction, on aura aussi le temps à approfondir pour entrer en profondeur avec ce leçon aujourd'hui dans l'après-midi, dans le cours physique. Mais je crois qu'ils ont bien suivi et je viens juste de les demander de créer des questions de là où ils n'ont pas bien compris pour que vous puissiez bien aussi éclaircir. Je crois que M. Bernard a posé après Mme Godeliev va aussi procéder aussi aux questions. Volontiers. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Retournons un peu en arrière sur la Margranda Princo. J'ai pas bien saisi ce que ça signifie. Alors, il y a déjà granda, qui est la racine pour grand, et on peut Mhm. dire le contraire avec mal. Donc, malgranda signifie petit. Malgranda signifie petit. Vous pouvez l'utiliser normalement dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi une autre possibilité d'exprimer l'idée de petit avec un suffixe et qu'on va intercaler entre le mot racine et la terminaison du substantif o. Et on a prince eto. C'est deux manières de dire euh, petit. Vous voyez, j'ai de nouveau une fois avec un contact avec un Russe qui me dit via l'Andetto. C'est clair que pour un Russe, la Suisse, c'est un tout petit pays comme ça sur la carte. Donc, il n'a pas dit Lando, il a dit Landetto. Mais il pourrait dire via Malgranda Lando, votre petit pays. Vous comprenez, vie pour vous, via votre, via eta lando, via land eto, via Malgranda Lando. Trois formes, même sens, même signification. Ça veut dire que vous avez déjà, après 1h15 de cours, vous avez trois manières d'exprimer la même chose. Donc, vous pouvez vous rendre compte qu'une personne peut écrire, par exemple, un poème, et quand on écrit un poème, on doit surveiller le nombre de pieds, de syllabes. Donc, le poète pourra passer d'un à l'autre, suivant ce qu'il veut dire et suivant la longueur du vers. Donc, avec ça, vous pouvez voir cette mobilité, cette richesse de formules qu'on a en espéranto et qui permet d'exprimer beaucoup de choses. Les trois formes pour votre petit pays, je répète, via Malgranda Lando, via Landetto ou via Eta Lando. Les trois sont justes. Les trois sont justes. Vous savez, pendant plusieurs années, avant d'être président de la Ligue des profs au niveau mondial, j'étais président de la commission des examens. Donc, j'ai dû créer les tests selon le règlement des tests et j'ai dû corriger les tests. Et pour ça, j'ai trouvé des quantités de formes différentes pour dire une certaine idée. Et chaque fois, je dois juste surveiller que les règles soient respectées, les 16 règles de base,
Et après ça, celui qui écrit, il peut jouer avec ça et il peut improviser. Et exactement, si vous mettez un pianiste devant un clavier avec, je sais pas combien, 8 octaves, il va pouvoir jouer une chose ou une autre. C'est un petit peu ce sentiment qu'on a avec l'espéranto. Vous prenez les racines, vous prenez les préfixes et suffixes. Je crois que dans votre dossier, il y a, Patrick, tu vas pouvoir me confirmer ça, le document que l'espéranto ouvre la porte à toutes les cultures et la grammaire tient en une feuille. Et sur cette feuille recto verso, vous avez toute la grammaire, tous les suffixes, les préfixes, toutes les prépositions. Avec ça et un dictionnaire, théoriquement, vous pouvez avancer dans l'étude et vous exprimer. J'aurais pu ici éventuellement ajouter le L pour la manière. Et à ce moment-là, on a qui elle, qu'on a. Comment allez-vous? Qui elle, vifartas. Vous avez elle pour la manière et vous avez qui pour la question. Donc, vous pouvez demander où est-ce que vous habitez, qui est Philojas, comment allez-vous, qui est Bifartas, qu'est-ce qui vous intéresse, qui interesas vin. Et avec ça, vous pouvez vraiment entrer dans une conversation, créer des questions. Est-ce que j'ai répondu, Madame Godelief, à votre question? Très bien répondu, merci à vous. Mais vous pouvez en poser d'autres. Monsieur Bernard en a une ou plusieurs. Peut-être dans l'après-midi, nous allons poser beaucoup de questions à Patrick. Tout à fait. Je ne doute Oui. pas, vous allez avoir des bonnes réponses. Tout Oui, à fait. merci. J'ai mis des focus sur certaines choses pour vous montrer le fonctionnement de la langue. Et vous pourrez comprendre que son apprentissage se passe beaucoup plus rapidement. Je connais plusieurs personnes qui parlaient français, allemand, anglais, qui ont appris en 60 heures. En 60 heures, une m'a écrit une page complète Word. Il y avait 2 erreurs. Et il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle à l'époque. Et si vous avez le français et l'anglais, je suppose, on compte une centaine d'heures. Et vous pratiquez la langue. Après, il faut enrichir le vocabulaire. Et puis, pour vous souligner l'évolution de la langue, il y a une chose qui est intéressante. Vous êtes venu avec votre ordinateur. Moi, quand j'ai appris, il n'y avait encore pas d'ordinateur. J'ai appris depuis 1985. Donc, quand les ordinateurs sont venus, il est apparu 2 mots. Il est apparu computoro et computilo. Parce que computi, c'est calculer. Le verbe calculer en espéranto, c'est computi. Et puis, on a le suffixe ilo qui vient pas ici. Ilo, c'est un outil. Ça, c'est un outil pour écrire. Scribe ilo. Ilo, cuire ilo pour une casserole, pour faire la cuisine. Ilo, un outil quelconque. C'est un suffixe qu'on emploie énormément. Donc, il est né le mot pour ce nouvel outil, ce dispositif qu'on appelle ordinateur en français, qui est computer en anglais, computer en allemand aussi. Il est venu comme putilo, mais parallèlement, certains ont créé le mot computoro. Et dans ces cas-là, après quelques années, on a une académie qui va décider. Mais en fait, c'est l'usage qui décide. Dans les langues ethniques, c'est l'usage qui décide. Donc maintenant, en 2025, bientôt 26, j'ai des contacts avec des gens dans le monde, j'ai des séances comme avec vous, avec d'autres personnes dans d'autres pays. On n'entend plus que Computilo. Mais
il y a deux, trois vieilles personnes qui utilisent encore Computoro, qui sont à la maison et qui bougent pas de la maison parce qu'elles sont vieilles, peut-être qu'elles ont de la peine à marcher, elles viennent pas au congrès, elles voyagent pas, elles peuvent plus prendre un train ou quelque chose. Peut-être que aussi au niveau d'informatique, ils sont pas souvent dans des réunions vidéo comme nous avons maintenant. Et j'entends encore chez deux, trois personnes comme Putoro. Mais je suis sûre que ce mot va mourir avec elle. Parce que dans la masse des espérantophones, c'est comme Putilo qui a gagné. Donc, on observe l'évolution des langues et l'espéranto est soumis aux mêmes règles linguistiques que les autres langues. Madame, Oui, vous avez une question? euh, est-ce que tous les noms en espéranto se terminent par O? Oui. Ok, merci. Et le pluriel, c'est la lettre J qui se prononce Mhm, Y. mhm, Urboy, les villes, la lettre J. Urboy, on n'a pas ici. Urboy, les villes, landoi, les pays, libroi, les livres, homoi, les gens. mhm. Mais j'ai vu Au que O, on ajoute le J. Et on ajoute aussi le pluriel J aux adjectifs. mhm, Bellai libroi, des beaux livres. Le A de l'adjectif plus le J du pluriel. Bellai libroi. Libroi interessai. Filmoi interessai. peut-être que quand nous allons commencer le grammaire, nous allons Mais bien vous avez utiliser. déjà une très bonne base maintenant. Mhm, Parce mhm. qu'on a vu le as pour le verbe au présent, c'est pour tous les verbes à toutes les personnes. Ah, Euh, Il y a une chose importante que je pourrais vous mentionner maintenant, c'est la terminaison N qu'on ajoute pour montrer l'objet direct. Kato manjas mousson. Le chat mange la souris. Mousso, c'est la souris. Kato, c'est le chat. Manji, c'est manger. Et on dit que lors des mots en espéranto joue pas de rôle. Donc on peut dire mousson kato manjas. C'est clair, c'est le chat qui mange la souris. Si vous permutez en français, puis que vous dites la souris mange le chat, c'est plus la même situation et ça se passe pas. Donc, en français, l'objet a pas, ne porte pas sur lui-même sa fonction d'objet. Par contre, en espéranto, le mot porte sur lui-même sa fonction. On met N au bout. Donc, mi visitas urbon. Je visite une ville. Mi legas libron. Je lis un livre. J'avais des élèves de 15 ans qui collectionnaient les formules dans différentes langues pour dire je t'aime. Alors, on a mi amas vin. Vous connaissez mi. Vous connaissez vi. Vi devient objet, il prend le N. Mi amas vin. Ami, c'est le verbe aimer. C'est pas très compliqué. Mi amas vin, on peut dire vin mi amas, mi vin amas, amas mi vin. Toutes les formes sont justes. mhm. L'ordre des, mais c'est pas l'ordre des mots, c'est l'ordre des syntagmes, c'est-à-dire les membres de phrases. Si vous avez dans le jardin en la giardeno, vous pouvez pas mettre un autre membre de phrase là-dedans parce que c'est un tout, c'est le complément de lieu. Donc, les compléments, les différents sujets, objets, verbes, compléments, ça, on peut brasser. Mais dans un complément comme dans le jardin, ça, on va laisser ensemble. Donc, c'est pas juste de dire l'ordre des mots est libre en espéranto, c'est l'ordre des éléments de la phrase. On peut dire en la giardeno ludas infanoi, infanoi en la giardeno ludas. Ça, on peut changer comme on veut, mais en la giardeno, dans le jardin, ça reste ensemble. On peut dire mi estas Godeyev
ou bien Minomijas, Godeliev. Comme vous voulez, comme vous Oh, voulez. ok. Mi estas mi nomiĝas. Avec Minomijas. nomiĝas, vous avez déjà nomo, qui est le nom, et vous Hmm. avez ce ij, qui est un suffixe qui est très souvent utilisé pour l'idée de devenir. Donc, vous avez été nommé Godeliev. Mi nomiĝas. C'est très correct. Tout à Hmm. fait. Je vois que vous avez déjà des connaissances. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose ce matin, mais vous avez des connaissances de base. Euh, j'ai appris quelque part chez Patrick les premiers Très bien, jours qu'on a très bien. rencontrés. Je vous félicite. Et si. Et je J'ai vu pense qu'avec aussi, j'ai avec vu le aussi, groupe, avec le groupe de Patrick, on pourrait aussi faire avec moi 1 heure par mois, comme ça, pour de temps en temps se voir. Et puis, on a une autre expérience, une autre approche, une autre prononciation. Il faut étudier la chose. Je suis aussi en train, aujourd'hui même, je vais travailler avec 2 professeurs de Samarkand en Ouzbékistan qui sont en train d'apprendre et je pourrais utiliser aussi ces documents. Et j'ai déjà parlé une fois, Patrick va vous confirmer, avec une vingtaine d'enseignants du primaire au Burundi qui apprennent l'espéranto aussi dans le but de l'enseigner. Ces cours par vidéo, j'en ai fait. Et j'en fais dans différents pays et des conférences. Il n'y a pas de problème. ok, j'ai Volontiers. vu que si on connaît l'anglais et le français, c'est facile à étudier, à maîtriser aussi. Alors, il y a différents mots et différentes choses qui sont semblables à l'anglais, effectivement. L'anglais peut vous aider. Ici, par exemple, je continue la tabelle et je prends S. Et ça vous permet, qui est libro esta? Et ça, on n'a pas en français. Ce livre est de qui? Appartient à qui? Et vous avez en anglais whose book. Yes. Donc, ça, pour un francophone qui ne sait pas l'anglais, c'est pas évident. Vous avez l'idée d'appartenance avec S et vous pouvez demander, c'est le livre de qui? En français, on n'a pas, on peut pas traduire mot à mot whose book en français. On a la formule en anglais. Donc, pour expliquer qui est-ce, si les apprenants connaissent l'anglais, je prends volontiers le whose book parce que ça, si vous avez appris l'anglais, vous avez déjà cette forme dans votre tête. Donc, vous pouvez construire qui est-ce sur le whose de l'anglais. On a souvent, on a souvent des possibilités comme ça d'expliquer. Je vous expliquerai, il y a encore un mot que je trouve très intéressant. C'est le verbe déjori. Déjori vient du russe et déjori veut dire je suis en fonction. Je ne suis pas en train de me reposer à la maison. Imaginez un pompier ou un médecin, il est de jour ou il est de nuit et il doit être là sur sa place de travail pour travailler s'il vient quelque chose à faire. Donc, les soldats français de Napoléon sont arrivés en Russie et ils avaient des contacts avec la population et certains disaient je suis de jour, comme un médecin dit aujourd'hui je suis de nuit ou de jour. Et je suis de jour a donné un verbe russe déjor que le créateur de l'espéranto a pris parce qu'il est très utile. Et je pourrais dire maintenant à ma famille, je ne peux pas venir babiller ou me promener avec vous, mi dejoras. Je suis en fonction, puisque je suis avec vous pour parler d'espéranto. Mi dejoras. C'est le verbe dejori. Et c'est un verbe qu'on emploie souvent parce que si vous avez, par exemple,
un stand pour informer les étudiants. Vous devez faire une planification. Il y aura telle personne de 8 à 10, telle personne de 10 à 12. Ça, c'est un dejor plano. C'est un plan pour qui va être en fonction. Ça s'appelle un dejor plano. Et c'est très précis, très intéressant. Et c'est un mot dejori qui vient du russe. Voilà. Les mots ont des histoires, en espéranto comme en français. Peut-être que dans vos langues, les mots ont des histoires aussi. Moi, j'ai appris les noms de mes collègues burundais, mais je ne connais pas la signification des noms. Moi, je m'appelle Grosjean. Puis j'ai toujours cru que mon mari avait un ancêtre qui s'appelait Jean et qui était gros. Et puis finalement, j'ai un cousin qui nous a dit que c'était Groyan, puis que le nom venait d'Arménie. Donc peut-être que la famille de mon mari était d'origine arménienne. Je ne sais pas et ça m'est assez égal. Mais les mots ont des histoires et donnent des indications. Mais je ne comprends pas le kirundi, malheureusement. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Est-ce que si on commence à étudier cette langue personnellement, donc dans 2 mois, on peut rédiger une lettre en espéranto? Oui, j'ai mentionné 60 heures. Donc, si vous arrivez à dégager 1 heure par jour, soit avec des cours, soit avec lernu.net ou Duolingo, ou livres et méthodes, grammaire, vocabulaire, euh, et de temps en temps en contact avec un locuteur comme Patrick ou d'autres autour de vous à Bujumbura, histoire de dire, j'imagine qu'on peut dire ça comme ça, est-ce que c'est juste? Il faut une personne qui pense aux créations. Euh, et si vous arrivez à dégager 1 heure par jour en 2 mois, vous avez un très bon niveau. Une heure Qui par peut jour. qui peut être A2 ou peut-être B1. Si vous connaissez est-ce que vous connaissez ces niveaux de langue qui viennent du cadre européen des langues? A1, c'est le B à bas, c'est comment allez-vous? A2, B1, B2, C1, C2. Ça, c'est les niveaux de langue qui sont principalement utilisés maintenant, non seulement en Europe, mais également aux États-Unis, au Japon, parce qu'ils sont décrits par le Conseil de l'Europe dans des documents qui sont très précis. Donc, maintenant, un livre, un manuel qui sort, va dire ce manuel vise à vous amener au niveau B2. Donc, c'est clair pour tout le monde. Merci pour cet éclaircissement. Pour moi, c'est bon. Merci. Merci, madame. Autre question? Mais, Oui? Euh, Merci pour votre présentation, qui est une présentation riche, qui est nouveau pour moi, contrairement au début, qui a quelques notions à la matière, et je le félicite. Alors, madame, vous avez parlé quelque part d'un certain nombre de règles de base qui sont intouchables. Et j'aimerais retourner en arrière. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler de ces règles. Voilà. Les règles intouchables. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Vous parlez des règles, les 16 règles qui sont intouchables. Oui. Oui. Alors, ces 16 règles, vous ouvrez Wikipédia, Esperanto, puis vous les trouvez déjà. Je ne les connais pas par cœur, mais vous avez O pour le nom, A pour l'adjectif, I pour les infinitifs. Vous avez, pour ceux qui écrivent des poèmes, il y a des situations où on peut élider le A et on peut dire l'arbo au lieu de la arbo.
Ça, c'est précisé, c'est une des règles. Vous avez comment on construit le comparatif et le superlatif. Pli, Rossio estas pli granda ol Swislando. Ça vient dans les 16 règles. Euh, c'est quelques bases de la grammaire. Et en utilisant ça, vous arrivez à vous exprimer. Je suppose, mais je ne suis pas sûre, que les 16 règles apparaissent dans Wikipédia, mais sinon, Patrick va vous les trouver facilement. Elles ont apparu dans ce premier livre, La Unua Libro, qui a été publié par Zamenhof en 1887. La Unua Libro, vous apprendrez, mais je ne sais pas comment vous comptez sur les doigts. Uno, du, tri, kvar, kvin. Là, c'est les nombres, les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites ça au Japon, c'est uno, du, tri, kvar, kvin. Je ne sais pas la méthode burundaise pour compter sur les doigts. Uno, c'est 1. Libro, c'est livre. Donc là, unua, libro, c'est le premier livre. Donc vous connaissez 1, 2, 3, 4, 5, uno, du, tri, kvar, kvin, et vous connaissez en ajoutant A, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, de nouveau, là, on trouve une économie de temps pour apprendre. Alors, je ne peux pas vous réciter les 16 règles de base, mais vous en connaissez déjà presque la moitié. Merci. On reste avec, on va continuer à nous renforcer. Et nous savons très bien que la langue n'est pas uniquement acquise comme on vient de dire. Elle peut aussi servir à quelque chose pour donner à la jeunesse burundaise d'accéder sur le marché du travail national et international. Donc, on restera donc en contact avec Patrick pour continuer à nous renforcer. Merci, madame. Alors, j'ai entendu le souci, je suppose, M. Saleh ou M. Bernard qui parle, et moi je l'entends par le micro de Mme Godeliev. J'entends un peu mal, mais j'ai entendu la fin de votre partie. Euh, où est l'ouverture pour les étudiants burundais au niveau national et international? Alors, la première chose, je pense, qui va être très intéressante pour vous, si vous êtes lié à l'université et que vous apprenez l'espéranto, c'est de vous joindre aux travaux de la commission pour Commissiono pri Universitata Agado, l'action au niveau universitaire. Ça, c'est une commission qui regroupe des dizaines de professeurs du monde entier où ils discutent de l'enseignement universitaire, mais pas seulement de l'enseignement à l'université de l'espéranto, mais comment les universités fonctionnent, comment on élit les profs, comment évolue l'enseignement avec l'intelligence artificielle. Tous ces problèmes qui occupent les recteurs, les doyens, les professeurs actuellement, sont discutés dans cette commission. Ils ont un rendez-vous virtuel tous les premiers lundis du mois. Et tout le monde parle en espéranto et tout le monde se comprend. Mais vous avez des profs des USA, d'Espagne, de Chine, du Japon. J'en connais une bonne partie, je ne les connais pas tous, évidemment. Et à la première séance de janvier, j'ai demandé de pouvoir parler. Parce que comme je travaille avec vous pour cette préparation d'un cours, je fais le même travail à Samarcande. On risque de démarrer aussi un projet à Lubumbashi, au sud du Congo. J'ai des espoirs qu'on pourrait avancer aussi à Bomekalavi, à l'Université du Bénin. Et j'aimerais, dans ce groupe de professeurs universitaires, trouver une personne qui serait comme un mentor pour vous, qui pourrait en français suivre votre évolution, comment vous planifiez le cours au niveau universitaire. Parce que moi, je n'ai pas fait de doctorat et je ne suis pas professeur à l'université.
Donc, ce passage, j'aimerais en fait passer le flambeau à une personne qui est plus qualifiée que moi. Et ça, c'est trouver ce mentorat. Ce sera ma partie. J'aurai 5-10 minutes dans la réunion de janvier. C'est pas encore approuvé par les dirigeants, mais je suppose que ça va pouvoir se faire. Parce que pour le mentorat, pour Samarcande, ça doit se passer en anglais. Mais on a Denis Kiffé, on a d'autres professeurs anglophones, on va trouver. Il n'y a pas de problème. Mais ce mentorat, il peut pas encore se passer en espéranto parce que vous n'êtes pas encore à ce niveau. Mais j'aimerais que vous ayez un accompagnement. Moi, je vous l'ai dit, je peux vous accompagner dans l'apprentissage de la langue. J'ai cet après-midi 2 professeurs de Samarcande qui apprennent, c'est elles qui veulent enseigner. Elles enseignent l'anglais et la traduction. Puis elles veulent ajouter, Aldoni, vous voyez, je pense déjà en espéranto. Elles veulent ajouter à leur euh, pensum aussi l'enseignement de l'espéranto. Donc, je vais les accompagner pour l'apprentissage de la langue. Ça, je peux. Mais le niveau universitaire, pour moi, bon, j'ai passé par l'université pour étudier, mais quand vous êtes étudiant, vous ne connaissez pas le système universitaire. Pour cette raison, j'aimerais en janvier participer à la réunion de ces professeurs et trouver un système de mentorat pour vous accompagner. Moi, je reste pour l'accompagnement, pour l'acquisition de la langue, c'est 2 domaines différents. Maintenant, les possibilités internationales, je vais vous donner un exemple et je pense que M. Sabiumba s'en souvient parce qu'il a participé. Il y a eu un projet de l'Union européenne avec un financement très intéressant où ils ont proposé, je crois, 4 pays d'Europe avec 4 pays d'Afrique, échange d'expériences. Et il y avait le Burundi, le Congo, le Bénin, peut-être c'était 3. Et en France, il y avait la France, les Pays-Bas, la Pologne, l'Italie. Il y avait l'Italie. Et il y avait des visites réciproques. Et je me souviens que la première visite a eu lieu au Bénin, dans l'hôtel Joka à Cotonou, où moi-même je résidais, et j'ai vu arriver ces différents jeunes, il y en avait 3 par pays peut-être. Il y avait 3 Béninois que je connais bien, et il y avait Jérémy du Burundi, il y avait des Congolais aussi, et il y avait des Néerlandais, des Polonais, des Français. Ça faisait un groupe d'à peu près 30-40 personnes qui ont pu séjourner dans l'hôtel, qui ont travaillé, qui ont mis sur pied des pièces de théâtre, joué dans la cour, etc. Moi, j'étais en séjour par hasard au même moment dans le même lieu. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est une photo de groupe parce qu'ils étaient tous dans la cour. Puis depuis mon balcon, j'ai pu les photographier. Mais ça a été poursuivi par une semaine aussi en Italie. Et là, on a pu constater que moi-même au Bénin, avec M. Privas Chikpe, qui est le président de Savoir sans barrière et qui a été vice-ministre au Bénin, qui est le premier espérantiste du Bénin, on est allé trouver l'ambassade d'Italie pour expliquer qu'il y aura des Béninois qui voudront aller en Italie pour ce programme. Et on a expliqué le programme dans le détail. Et quand ces jeunes Béninois ont demandé un visa pour l'Italie, ils ont reçu le visa. Malheureusement, les Burundais et les Congolais n'ont pas reçu de visa. Donc, il y a un travail à faire au niveau diplomatique pour présenter le programme, qui était un programme financé par l'Union européenne. Je me souviens des 2 Béninois, en tout cas, qui sont allés en Italie, qui m'ont raconté, qui ont écrit des rapports sur leur expérience. C'était très intéressant. Entre autres, Cyprien Guyat, que je revois au Bénin, que j'ai revu à Arusha, qui est un jeune qui se débrouille bien dans la vie en élevant des poules et en vendant des œufs. Il est agronome professionnellement. Et c'était vraiment une expérience où il y avait ce partenariat, et c'est un cas parmi d'autres. Donc, il y a des possibilités, il y aura des possibilités
de visite ou de soutien. On a maintenant, on a, ici, vous avez Patrick et Jérémy qui sont des Burundais qui sont très importants dans le mouvement. Pour eux, on arrive à dégager des fonds pour qu'ils puissent participer à nos congrès, etc. On ne va pas pouvoir dégager des fonds pour 10 ou 20 étudiants, mais il y a toujours l'organisation des jeunes, Théo. Vous avez eu une présentation à l'ouverture de M. Zabiumba sur l'organisation du mouvement. Théo, c'est les jeunes. Ils ont des concours et ils lancent bourses pour participer au congrès et les jeunes peuvent poser leur candidature et selon leur présentation, leur motivation, leur niveau de langue, ils peuvent recevoir tout à coup un billet d'avion pour aller dans un congrès. Il faut connaître, le problème c'est l'Europe et les visas, parce que j'ai discuté évidemment avec différents diplomates. Les critères de Schengen, c'est un jeune Africain célibataire en dessous de 30 ans ne reçoit pas de visa. Ça, c'est les critères de base de Schengen. Mais ça se discute, dans le sens que un ambassadeur peut tout à coup décider que pour ce jeune, on donne un visa. Et les ambassadeurs restent libres de décider qui entre dans leur pays, exactement comme vous décidez qui entre dans votre maison. Vous l'accueillez ou vous l'accueillez pas. Donc, il y a des possibilités, il y a des programmes et il y a des concours et des subventions. J'étais en novembre, il y a un mois, j'étais à Samarcande, en Ouzbékistan, avec Espoir Kassati, qui vient de Lubumbashi. Et évidemment, c'est pas lui qui a payé son billet d'avion. Voilà. Pour nous, c'est moi qui paye mes billets d'avion. Si je viens, je suis venue 2 fois au Burundi, j'ai payé mes billets d'avion. Mais évidemment qu'on connaît les situations et puis que on a de l'aide du Nord qui vient au Sud pour justement permettre des rencontres et permettre des contacts. Parce que ces rencontres, c'est clair que des rencontres sur Internet, c'est génial, mais c'est pas la même chose quand on est assis ensemble, quand on mange ensemble, quand on se parle, quand on dit des plaisanteries, on rit ensemble, ça donne un autre goût à la relation. Où on travaille ensemble et on développe des programmes et on développe des nouveaux tracts d'information ou des nouvelles relations avec. C'est aussi très important toutes les relations que chaque pays peut avoir avec l'ONU et avec l'UNESCO. Et ça, j'en ai déjà parlé. On est en relation avec l'UNESCO et là, le Burundi pourrait aussi je dirais même pas nous soutenir, je dirais lancer l'idée et être un des pays qui propose le 26 juillet, journée internationale de l'espéranto, et l'espéranto comme patrimoine immatériel. Vous savez que l'UNESCO écoute l'Afrique beaucoup plus et avec grande attention actuellement. Et le nouveau secrétaire général de l'UNESCO, directeur général, est un Africain du Nord, un Égyptien. C'est intéressant, Madame Mireille, les explications qui est venue de montrer. C'est moi pour vous montrer que l'avantage que le Burundi a à propos de de cette retraite et que ce ne sont pas seulement les simples participants qui se trouvent dans cet auditoire, tous les cadres gouvernementaux et qui participent eux-mêmes. Donc, c'est le moment où peut-être nous aurons cette chance d'avoir ce partenariat dans l'Université du Burundi. Là aussi, comme certains professeurs sont aussi membres de l'UNESCO, d'autres cadres des grandes institutions universitaires. Donc, Esperanto pourra être sollicité dans d'autres universités privées. Donc, il suffit seulement que nous nous préparions en conséquence avec le nombre de professeurs. Parce qu'il y a des universités qui voudront qu'on descende physiquement. Là, je crois que c'est notre débat qu'on pourra faire pour voir les modalités qui pourront suivre.
Mais je suis sûr que tous les participants, que ce soit Salé, que ce soit Bernard, que ce soit le vice-recteur, je vous ai parlé que le vice-recteur fit aussi l'espérantiste à l'école secondaire. Il connaît des salutations, il avait même des livres, hein, puisqu'au moment où il était à l'école secondaire, il a appris l'espéranto. C'est-à-dire que l'espéranto, pour lui, c'est pas un nouveau. C'est-à-dire que c'était nato. Nous avons un groupe de 40 professeurs dans le groupe WhatsApp qui nous attend seulement. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de travaux à faire. Le Burundi, alors, peut-être, sera considéré comme un autre contrat en espéranto. Mais ce que nous voulons faire, c'est donner le nécessaire au cadre qui se trouve ici, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps, mais on va les donner le nécessaire pour que l'espéranto aussi soit comme une langue additionnelle et langue d'opportunité pour eux. Et je soulignerai encore que ces contacts internationaux, on parle du mouvement au niveau mondial et des congrès éventuellement en Europe, mais pas seulement en Europe. On a des congrès par continent, par région. Au niveau de l'ONU, on parle de région. Et j'ai participé à un congrès une fois à Bujumbura, un congrès africain. J'ai moi-même organisé en 2013, je crois, le 6e congrès africain à Cotonou avec Savoir sans barrière, avec Monsieur Chikpe. Et là, on a réussi à faire venir Jérémy Zabiumba. Il vous racontera, c'était une odyssée très, 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 très longue, de 48 heures. Parce que à Cotonou, l'ambassade, la police avait dit il peut venir sans visa, il peut avoir un visa à l'arrivée, mais à Entebbe, ils l'ont pas laissé monter dans l'avion. Une longue histoire. Mais Jérémy est arrivé, il a participé à Cotonou, on était 50, 60. Donc il y a aussi des possibilités qui sont beaucoup plus faciles de participer à des congrès africains qui se passent au Congo, qui se passent à Dakar, qui se passent, on en a eu en Tanzanie. Vous trouvez sur Wikipédia en espéranto la liste des congrès africains. Il y en a eu à Bunda, il y en a eu à Bujumbura, celui de Dakar. J'étais malade, j'ai pas pu y aller, mais j'ai parlé par vidéo. Et puis, ça, c'est aussi des possibilités intéressantes pour vos étudiants et c'est des voyages et des visas beaucoup plus faciles. Parce que entre pays africains, vous avez des sous-groupes et vous n'avez pas toujours besoin d'un passeport ou de vaccin ou de visa. C'est une autre organisation, c'est plus facile. J'ai souvent participé à des congrès en Asie. Il y a des congrès aussi au niveau américain où le Nord et le Sud se rejoignent. Là, j'ai jamais pu participer moi-même, mais il y a chaque année des congrès américains où les Canadiens se retrouvent avec des Argentins, des Chiliens. Et, ils ont l'espéranto comme langue commune, même qu'au Nord, on parle plutôt l'anglais, puis au Sud, on parle plutôt l'espagnol et le portugais. Donc, c'est aussi une perspective que vous pouvez voir de contacts internationaux au niveau du continent d'abord et au niveau mondial selon les possibilités. Voilà, je pense que je vais vous dire au revoir maintenant. Et on peut se reparler sur WhatsApp si vous avez des questions, bien sûr. Et puis, on est en contact, on continue à travailler ensemble. Et je vous donnerai des nouvelles, comment ça évolue. C'est enregistré aujourd'hui par les soins de Monsieur Ahmad Mamdouhi qui a dû s'absenter, mais son ordinateur continue à fonctionner. Et il enregistre la séance de ce matin. Donc, moi, je suis très contente de pouvoir retrouver mes 2 heures que je pourrais mettre sur mon canal YouTube, si vous êtes d'accord, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Cette présentation en français. Je pense que je l'ai sur YouTube en espéranto déjà, mais en français, c'est aussi très utile. Merci, madame. Au revoir, bon travail, portez-vous bien. Et pour vous informer, on a déjà déposé le projet de convention au bureau directeur aujourd'hui le matin. C'était déjà ça. Alors, j'ai lu ce projet de convention et je vous félicite. Il est très complet, très détaillé, très clair.
et sans aucun doute, il va nous aider à servir de modèle pour d'autres contacts avec d'autres établissements, d'autres académies. Vraiment, c'est une grande contribution très positive. Merci beaucoup. Merci, on reste en contact. Bonne journée.